Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Suite à la polémique sur le port du voile durant les sorties scolaires et à l'attaque contre la mosquée de Bayonne qui a fait 2 blessés, Emmanuel Macron a donné une interview au magazine conservateur Valeurs Actuelles. Le président a réaffirmé sa volonté de lutter, je cite, contre le communautarisme sans vouloir tomber dans le piège de l'amalgame entre communautarisme et islam. Alors qu'à mi-mandat, Emmanuel Macron s'exprime sur l'immigration, le gouvernement doit relever le défi de la réforme des retraites et de possibles mobilisations sociales 1 an après le début des Gilets jaunes. Que faut-il retenir de la première moitié du quinquennat d'Emmanuel Macron? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Sibeth Ndiaye. Bonjour, vous êtes secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement. Et tout d'abord, une question, Sibeth Ndiaye, sur le choix de ce magazine Valeurs Actuelles pour cette intervention d'Emmanuel Macron. Qu'en pensez-vous ? Bonjour tout d'abord et bonjour à l'ensemble de vos éditeurs. Et écoutez, j'ai du mal à comprendre au fond la polémique que fait l'objet de cette interview parce que le président de la République a vocation à parler à tous les Français, quelles que soient leurs opinions et d'autant plus, je crois, lorsqu'ils ne partagent pas ces opinions. Et c'est le cas, je crois, des lecteurs de Valeurs Actuelles. Mais alors, est-ce qu'il y a dans l'introduction de cet article un aveu prêté au chef de l'État lorsqu'il est question donc du terrain de Valeurs Actuelles? Emmanuel Macron aurait dit « c'est celui que je préfère ». Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que justement, on a affaire à un président qui s'exprime dans un titre qui ne reflète pas ses opinions? Ou bien est-ce qu'il y a, comme il semble le dire dans ce propos, une part de ce que dit Valeurs Actuelles qui rejoint ses préoccupations, ses opinions? Le président de la République, vous l'aurez compris depuis maintenant 2 ans et demi, qu'il est président de la République et sans doute bien avant, lorsqu'il était ministre de l'économie, est un combattant des idées et un combattant de la réforme. Et ça fait bien longtemps qu'il n'a de cesse de n'occulter aucun débat dans notre pays. Et je crois que c'est exactement ce qu'il a fait ces dernières semaines, avec le débat sur l'immigration qu'il avait souhaité au sortir du grand débat national après la crise des Gilets jaunes. Je crois que c'est important dans notre pays de n'occulter aucune question, d'affronter tous les débats et d'avoir systématiquement le même discours, quels que soient vos interlocuteurs. Bon, mais vous connaissez bien la presse, vous savez que s'exprimer dans Valeurs Actuelles, c'est forcément quelque chose qui va être interprété comme un symbole. Et d'ailleurs, on a pu lire qu'il y a eu des remous, des gens qui se disaient quand même Valeurs Actuelles, c'est peut-être un peu droitier. C'est le chou. On a tout à fait le droit d'être très droitier, mais si ça correspond à désormais une inflexion de la politique d'Emmanuel Macron, alors justement, il est intéressant d'en parler avec vous, Sibeth Ndiaye. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous exprimez dans Libération, vous êtes forcément de gauche? Ça veut dire que si vous vous exprimez dans Le Figaro, vous êtes forcément de droite? Enfin, ça n'a absolument aucun sens qu'il puisse y avoir un lectorat qui soit adossé à des journaux, qu'il puisse y avoir des lignes éditoriales. C'est une évidence et c'est bien normal, c'est bien la liberté de la presse. Mais je pense que c'est aussi important que les responsables politiques parlent à tous les Français et parlent à tous les médias. Que dirait-on du président de la République considérant qu'il ne faut pas parler à BFM parce qu'ils ont traité de telle ou telle manière la crise des Gilets jaunes, qu'il ne faut pas parler... De mauvaise manière? Je porte aucun jugement sur cette manière. Qu'il ne faut pas parler à CNews, par exemple, parce que sur CNews, vous avez Éric Zemmour, mais où va-t-on ? Il paraît que le président aurait qualifié Éric Zemmour de personne très intelligente. Qu'en pensez-vous? Moi, ça n'est pas ce que je lis dans l'interview. Donc, comme je n'étais pas présente au moment de cet échange, je ne peux pas vous le confirmer. Moi, ce que je considère, c'est qu'effectivement, Éric Zemmour est quelqu'un d'assez malin, suffisamment malin pour entraîner une partie, hélas non négligeable, de nos concitoyens dans des aventures xénophobes, dans des aventures qui ont vocation, au fond, à dire qu'en fait, il y a une partie des Français qui ne sont pas des bons Français. Alors justement, par exemple, comme moi. Aventure xénophobe, oui, il dit beaucoup de mal de vous et plus généralement, Sibeth Ndiaye, il y a aujourd'hui tout un discours sur l'immigration. Et alors, juste pour en terminer avec cette interview dans Valeurs Actuelles dit qu'Emmanuel Macron a tenté, je cite Valeurs Actuelles, de les déborder par la droite en évoquant le nombre de personnes qui auraient été expulsées et avec un décompte assez précis tenu par Emmanuel Macron du nombre d'expulsions. Qu'est-ce que ça suscite en vous? Écoutez, je pense qu'il faut dans notre pays avoir la capacité d'avoir un débat serein sur l'immigration. On a aujourd'hui un débat qui consiste à dire, petit 1, parler d'immigration, c'est honteux. Moi, je ne crois pas du tout. Je suis issue de l'immigration et je pense au contraire que c'est important qu'on en parle. La question, c'est évidemment qu'est-ce qu'on met derrière. La deuxième chose, c'est est-ce que vous considérez
normal ou pas, de vous interroger sur votre capacité à accueillir des gens. Moi, je trouve ça complètement légitime qu'on se pose la question de qui vient, dans quelles circonstances, comment on peut accueillir les gens, comment on s'assure que quand ils sont accueillis, ils sont bien intégrés. Mais c'est des débats qui sont éminemment importants dans notre pays. Et donc, moi, je ne sais pas si le président de la République, il déborde valeurs actuelles par leur droite ou par leur gauche. C'est valeurs actuelles qui parlent. Ce que je constate, c'est que le président de la République, il fait face à un sujet qui est un sujet de préoccupation pour nos concitoyens. C'est peut-être pas le premier des sujets de préoccupation, il n'en demeure pas moins que quand je vois les attaques racistes dont j'ai fait l'objet, quand je vois que Nadine Morano explique que comme je suis française depuis 3 ans, en fait, ma place au gouvernement, elle n'est pas complètement assurée, elle n'est pas complètement légitime, c'est bien que dans notre pays, il y a matière à discussion. Et moi, je préfère que ce soit En Marche et la majorité qui portent ce débat de manière sereine, en expliquant concrètement ce qu'est notre pays, ce qu'est son histoire, ce qu'est la mosaïque que forment toutes les cultures qui ont fondé notre pays pour forger la communauté nationale. Je préfère que ce soit En Marche et le président de la République qui mènent ce débat-là et avec panache. Mais est-ce que vous vous dites que c'est sans tabou ou alors que c'est plutôt de l'enfumage, puisque vous savez bien que dans les périodes compliquées, la France traverse une période compliquée, c'est toujours facile d'évoquer un bouc émissaire, Sibeth Ndiaye, et là, l'immigration est parfaitement trouvée. Mais quand je regarde tous les débats que pose la majorité, toutes les réformes qui ont été réalisées depuis le début du quinquennat, celles qui sont encore devant nous, je pense en particulier à la réforme des retraites, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de sujet que nous n'évoquerions pas. Moi, je viens d'un parti, le Parti socialiste, initialement, qui est un parti qui a refusé d'aborder un certain nombre de sujets. Lesquels ? En particulier les sujets de l'immigration. C'est un parti dans lequel on disait parler d'immigration, c'est sale. Forcément, vous êtes un droitier. Manuel Valls en a parlé. Manuel Valls en a parlé, mais l'âme du Parti socialiste, ça a toujours été de considérer qu'on ne pouvait pas avoir de débat dessus parce que c'était des débats qui, au fond, étaient des débats sales, des débats qui n'étaient pas dignes. Bah, on connaît le résultat. On connaît le résultat. Pardon de vous le dire. D'ailleurs, je ne sais pas à quel résultat vous faites référence, mais... Le résultat, c'est un parti socialiste aujourd'hui qui peine à atteindre les 10% aux élections européennes. Ah bon, alors donc c'est de la politique? Non, c'est pas que de la politique, c'est évidemment de la politique. Faire de la politique, pardon, je me suis mal exprimée. Faire de la politique, c'est discuter de ce qui a du sens pour nos compatriotes. Ce qui a du sens pour nos compatriotes, c'est aussi bien parler de l'avenir du système de retraite que de parler du sujet migratoire. Aujourd'hui, quand vous avez des gens qui sont heurté par le fait que je porte des couleurs vives et qu'on me renvoie au fait que finalement je devrais me balader en boubou parce que je suis d'origine africaine, mais enfin, c'est bien qu'il y a un problème. Donc moi, j'ai envie de discuter avec les gens qui ont cette opinion-là. J'ai envie de leur expliquer ce qu'est l'histoire de notre pays. J'ai envie de le partager avec eux. Et puis, je pense aussi qu'il faut qu'on se pose collectivement des limites et qu'on discute des limites que l'on pose à l'immigration. Bon, mais Sibeth Ndiaye, sur certains sujets, vous avez appelé à la raison. Alors, par exemple, sur Lubrizol, je ne sais pas si vous avez raison, mais vous avez dit, il faut raison garder et donc il faut attendre les analyses. Est-ce que vous ne pensez pas que, par exemple, évoquer l'AME, l'aide médicale d'État, évoquer un certain nombre de sujets qui touchent à l'immigration, c'est justement ne pas parler à la raison, mais plutôt à l'émotion, parce que ce sont des parts extrêmement minces du budget de la santé et on polarise sur des thèmes qui ne sont pas en réalité des thèmes essentiels pour la santé du pays. Enfin, c'est une question, je vous la pose. Bien sûr, c'est important, je crois, quand il y a des choses qui questionnent. Aujourd'hui, on a un débat fantasmé autour de l'aide médicale d'État. On a l'impression qu'il y a des hordes de millions d'étrangers. Et d'ailleurs, quand vous posez la question aux Français de savoir combien il y a d'étrangers en France, ils surévaluent systématiquement le nombre d'étrangers en France par rapport à la réalité. Et donc, on voit bien que sur un certain nombre de débats, il y a des fantasmes. Sur l'AME, on a l'impression qu'il y a des gens qui utilisent à mauvais escient le système et que c'est un système qui est généralisé de fraude. La réalité du débat que nous avons posé à l'Assemblée nationale, c'est de dire concrètement combien nous dépensions, c'est un peu moins de 850 millions d'euros pour l'AME chaque année, comment c'était utilisé, est-ce que c'était efficace ou pas. Et oui, quand vous avez des maladies infectieuses qui risquent de se répandre dans la population entière, dans la population générale, il faut soigner les gens pour s'assurer que ces maladies ne se répandent pas. Mais si nous constatons qu'il y a des fraudes, qu'il y a des filières qui conduisent à ce qu'il y ait un dévoiement fort de l'AME, évidemment qu'il faut le dénoncer, parce que sinon plus personne n'a confiance dans le système et tout le monde a l'impression que son voisin est un profiteur. Et puis, il y a une dernière chose qui est très étonnante dans ce numéro de Valeurs Actuelles. Juste après les 12 pages consacrées à Emmanuel Macron, il y a un portrait de Yacine Bellatar. Et on se dit quand même que ce président est assez étrange parce qu'on a du mal à voir où est la synthèse entre, d'un côté,
donc ce discours qui est porté, qui est plutôt un discours dur sur l'immigration, et de l'autre, cet homme, Yacine Bellatar, qui est présenté comme un proche d'Emmanuel Macron, qui lui ne tient évidemment pas le même discours sur l'islam. Il se situe où, d'après vous, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que je ne considère pas qu'Emmanuel porte un discours dur sur l'immigration. Je pense qu'il porte au contraire un discours qui est équilibré. Quand Emmanuel Macron dit que le droit d'asile est un droit qui est fondamental, que nous devons tout faire pour le préserver, quand Emmanuel Macron dit qu'il faut qu'on fasse en sorte que les gens qui sont immigrés en France soient bien intégrés, quand ce gouvernement met de l'argent comme jamais sur l'intégration, sur le parcours d'intégration à travers le travail, c'est une vision, je crois, qui est équilibrée de l'immigration. Donc dire que c'est une vision dure parce que simplement il s'adresse à valeur actuelle, je n'adhère pas du tout à ce que vous dites. Pour l'autre partie, lorsque on a Yacine Bellatar qui est présenté à tort ou à raison, je vous pose la question, comme étant un proche d'Emmanuel Macron, et que celui-ci explique que l'islam est aujourd'hui une composante de la France, ça c'est évident, mais qu'il y a beaucoup de gens dans l'entourage d'Emmanuel Macron qui devraient en finir avec une vision aussi laïcarde des choses. Oui, le barycentre de la Macronie, Sibeth Le Ndiaye. barycentre de la Macronie, c'est de considérer que, en matière de laïcité, comme en matière d'immigration, comme en matière de communautarisme ou de radicalisation, on doit veiller à séparer les débats et à ne pas faire d'amalgame. Le président de la République a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Les musulmans ne sont pas des ennemis de notre pays. Il ne l'a pas forcément formulé comme ça, mais il a eu à plusieurs reprises l'occasion de dire qu'il ne fallait pas stigmatiser nos compatriotes musulmans, qu'ils avaient parfaitement leur place dans la République, que nous devions avoir une discussion apaisée sur ce qu'est d'un côté le communautarisme, c'est-à-dire le fait que certaines personnes fassent sécession au nom d'une idéologie politique, parce qu'on parle bien là d'islamisme, d'islam politique, que certaines personnes avaient s'engager dans une voie de radicalisation qui pouvait se traduire par la commission d'actes terroristes, que cela nous devions lutter fortement contre ça, mais que nous devions aussi avoir une attention particulière à l'intégration. Parce qu'au fond, quand on a aujourd'hui des Français dont le nom et le prénom à consonance musulmane les conduisent à avoir 5 fois moins de chances de franchir l'étape du CV lorsqu'ils recherchent un emploi et qu'ils font des démarches en ce sens auprès d'employeurs. On voit bien qu'il y a des discriminations importantes vis-à-vis d'une partie de nos compatriotes. Et on voit bien que le fait qu'on ait entassé dans des quartiers de relégation des personnes qui sont d'origine immigrée, des personnes qui partagent une culture ou une foi musulmane, on voit bien les difficultés que cela peut poser. Ça n'excuse rien, ça n'excuse pas le fait qu'il y ait de la radicalisation ni du communautarisme, mais il est important de regarder les choses sereinement, de les poser à plat et de pouvoir y répondre avec la même sérénité. Alors ça, ce sont pour les musulmans. Pour les femmes voilées, vous en pensez quoi? Puisque là aussi, on a entendu beaucoup de discours au sein de La République En Marche. Et donc, j'aimerais savoir où vous vous situez. Est-ce que, pour vous, par exemple, une femme voilée, c'est souhaitable? Alors, je pense que si on a justement des approches qui sont aussi réductrices face à la complexité d'un certain nombre de sujets, c'est pas moi qui ai dit ça. Mais c'était à replacer dans un contexte et il a eu l'occasion à de multiples reprises de s'en expliquer depuis. De quoi parlons-nous sur le voile? On parle d'abord d'une première question qui est celle de la laïcité. Comment est-ce que la laïcité doit s'entendre en France? C'est ce que les révolutionnaires de 1789 ont marqué dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est ce que nous avons fait dans la loi de 1905. L'État se doit d'être neutre vis-à-vis de la religion et vis-à-vis des convictions politiques. La société française, elle, ne l'est pas. On peut parfaitement, dans l'espace public, porter un voile, une kippa, une croix. On peut parfaitement aller à l'église, à la mosquée, au temple ou à la synagogue sans aucune difficulté. Seul l'État est neutre. Seuls les agents du service public sont neutres. Des parents qui accompagnent une sortie scolaire ne sont pas des agents du service public. Ils n'ont donc pas vocation à être soumis à cette neutralité-là. Après, on a une question ça c'est la laïcité, les principes en sont clairs et on sait parfaitement, compte tenu de notre arsenal juridique aujourd'hui, gérer ces sujets-là. Et Jean-Michel Blanquer a d'ailleurs souhaité qu'il y ait une sorte de haut conseil des sages qui permette d'aider les rectorats, les académies, à chaque fois en France, quand il y a des sujets un peu difficiles qui se posent, à venir les résoudre. Les choses sont de ce point de vue-là claires. Après, il y a une autre question qui se pose. C'est est-ce que, au fond, l'islam est une religion qui est compatible avec les valeurs républicaines? Moi, je le crois
très profondément, qu'il puisse y avoir du dévoiement, qu'il puisse y avoir des gens qui font un pas de côté et parfois un très gros pas de côté qui les mène vers la radicalisation, il faut le condamner. Mais l'islam est profondément compatible avec les valeurs de la République. Est-ce qu'une femme voilée est compatible avec les valeurs de la République? Mon sentiment personnel, c'est que le voile est plutôt en lien avec quelque chose qui tient de l'ordre de l'oppression de la femme. C'est ma conviction de féministe. Mais je sais aussi, parce que j'ai vécu très longuement en Seine-Saint-Denis, où vous avez une communauté musulmane importante, je sais aussi qu'il y a des femmes qui ne le ressentent pas comme tel. Quel est mon devoir politique? C'est de m'assurer que les femmes qui font le choix de porter le voile le font en toute liberté. Et donc je crée les conditions à l'école de l'apprentissage des valeurs républicaines. Et les femmes qui font ce choix-là le font en conscience parce que c'est leur choix. Mais ça, je veux m'en assurer. Je veux être certaine qu'elles ne sont pas contraintes. L'une des explications au voile, c'est que finalement, c'est une réaction à une situation de stigmatisation et qu'il s'agit en quelque sorte de récupérer le stigmate et de l'assumer. Sur toute la question des discriminations, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Qu'est-ce qu'il a fait contre les violences policières? C'est un gros sujet, les violences policières, contre les gilets jaunes, mais aussi contre les jeunes, et pas n'importe quel jeune. Il y a une part de ces violences qui s'explique tout simplement par des actes racistes ou racistoïdes. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous comptez faire concrètement, alors que pas grand-chose n'a été fait jusqu'ici contre cela, Sibeth Ndiaye? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur la politique vis-à-vis de la jeunesse. Je pense que depuis le début du quinquennat, il y a un certain nombre de choses qui ont été réalisées, en particulier dans la jeunesse des banlieues. Précisément, il y a eu des emplois francs. Je ne vais pas faire un catalogue de ce qui a été réalisé, mais c'est évidemment un sujet pour nous de préoccupation. Je pense qu'il faut distinguer plusieurs choses. Vous évoquiez les violences policières. Moi, je recule ce terme, parce qu'on est dans une démocratie dans laquelle les seuls titulaires de la violence... mais c'est le terme de violence policière sémantiquement parlant. Qu'il y ait de la violence qui s'exerce par l'État. C'est une violence qui est légitime parce qu'il faut bien, dans un État, qu'il y ait des policiers pour poursuivre les voleurs. Quand celle-ci est proportionnée. Et donc, évidemment, la question, c'est l'usage de la force. Est-ce que c'est bien discriminé? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait les bons choix quand on fait l'usage de la force? Et ensuite, est-ce que, quand ces choix-là sont faits, est-ce que les choses sont bien proportionnées? Et ça, c'est un débat qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Depuis la crise des Gilets jaunes, nous l'avons. Parce que cette crise des Gilets jaunes... Est-ce qu'il y a eu des condamnations de policiers? Il y a des enquêtes qui ont eu lieu, elles se font sous l'autorité du parquet. Le service enquêteur qui a été désigné, c'est l'IGPN dans la grande majorité des cas. Et donc, il y a des enquêtes qui sont menées. Le pouvoir politique n'a pas vocation à s'immiscer dans ces enquêtes pour dire aux juges « allez plus vite, allez moins vite, faites ceci ou faites cela ». C'est le principe d'indépendance de la justice en France. Mais il y a des enquêtes, ces enquêtes, elles sont menées et elles iront évidemment à leur terme s'il y a lieu. Et s'il y a des condamnations, ces condamnations auront évidemment lieu. Ça, c'est une première chose. Il y a une deuxième chose que je voudrais dire, c'est que dans la crise des Gilets jaunes, on a connu une violence, pour le coup politique, légitimée telle que nous n'en avions pas connue depuis extrêmement longtemps. Et je ne suis même pas sûre qu'on l'ait déjà connue de cette manière-là. On voit aujourd'hui que beaucoup de sommets internationaux, c'est le cas en France comme ailleurs, mais que beaucoup de sommets internationaux sont perturbés par des black blocs. On voit même qu'en France, on a eu ce qu'on appelle les ultra-jauses. Et on se rappelle des images de violence qu'on a eues à travers le pays, des centres-villes qui ont été saccagés. Face à cette violence-là, il y a eu une réaction, une adaptation de la stratégie de maintien de l'ordre. Peut-être qu'il y a eu des erreurs, mais nous avions à faire face à une violence de ce point de vue-là inédite. Nous avons aujourd'hui une réflexion qui est menée au ministère de l'Intérieur, ce qu'on appelle le livre blanc de la sécurité, pour adapter notre posture de maintien de l'ordre à ces nouvelles formes de menaces et à ces nouvelles formes de manifestations. Nous verrons dans les semaines à venir comment ça se résout. On va continuer d'évoquer ce thème et je vous reposerai une question sur les violences d'État et sur ce que l'on peut qualifier comme étant, comme relevant du racisme d'État. Vous nous donnerez votre point de vue, Sibeth Ndiaye, sur ce thème. Vous êtes porte-parole du gouvernement. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil. Le billet politique Frédéric Seyss, Sibeth Ndiaye est donc notre invité ce matin et
vous vous penchez, Frédéric, sur le difficile rôle de porte-parole. Mission presque impossible, quel que soit le gouvernement. En quoi cela consiste-t-il ? Chaque mercredi, face à la presse, il faut réaliser un compte-rendu du Conseil des ministres et il faut pouvoir répondre aux questions sur tous les champs de compétences de vos collègues ministres, économie et écologie, culture et agriculture, affaires étrangères et affaires intérieures. Alors, peut-on être spécialiste de tout ? Non. Et aux questions les plus précises, les plus techniques, le ou la porte-parole ripostera avec la langue du bois le plus pur ou, comme l'on dirait à la Coupe du Monde de rugby qui vient de s'achever, il ou elle bottera en touche. Autre difficulté, il faut jongler entre les questions les plus pointues et les interpellations les moins sérieuses, comme l'avait relevé Benoît Hamon. Nous l'avions interrogé il y a quelques années. Il était alors porte-parole du Parti socialiste. On fait de la langue de bois pour pas avoir à répondre à la question. Ça, c'est extrêmement désagréable. Est-ce qu'il y a des moments où vous dites que c'est vraiment pénible comme job ? Ouais. Le plus difficile, c'est que quand vous êtes dans un point presse, vous avez 20 micros qui se tendent et il y a le micro de zozo.com mais qui cohabite avec le micro de Canal, avec le micro de France Inter, j'en sais rien, mais dans lesquels les demandes ne sont pas les mêmes. Et parfois, celui qui pose la question le plus fort, c'est zozo.com. Et les porte-paroles sont en plus confrontés à un nouveau défi, celui de la dilution de leur message. Il n'y a jamais eu autant de paroles politiques, des émissions par dizaines, des débats par centaines d'heures, sans oublier les vidéos postées sur Facebook, Twitter et Instagram. Alors comment éviter que les mots du gouvernement soient engloutis dans ce torrent médiatique ? Comment surnager ? Certains porte-paroles tentent de s'appuyer sur les petites phrases, sur les punchlines, comme l'on dit, une formule choc pour atteindre l'adversaire, ce qui fait d'eux des cibles privilégiées pour l'opposition. Benjamin Griveaux, l'actuel candidat En Marche pour la mairie de Paris, estime que son image arrogante et cassante est due pour beaucoup à son passage par le porte-parole du gouvernement. Et par sa fonction, le porte-parole du gouvernement est forcément touché par l'impopularité qui touche l'exécutif. Oui, qu'il l'incarne même, car c'est le mauvais rôle. Il est en première ligne sur les polémiques. Il doit parfois défendre l'indéfendable. Pensez au porte-parole pendant l'affaire Benalla. Là encore, mission impossible. En revanche, les bonnes nouvelles sont réservées au président et au Premier ministre. Ce sont eux qui annoncent les baisses d'impôts ou la diminution du chômage. Jean-Pierre Raffarin l'avait d'ailleurs théorisé avec Jean-François Copé, qui était son porte-parole. Les bonnes nouvelles, c'est pour moi. Les mauvaises, c'est pour toi. Au moins, c'est clair. Cela dit, la fonction peut se révéler un tremplin efficace pour une carrière politique. Vos prédécesseurs, Sibeth Ndiaye, s'appellent Nicolas Sarkozy, Jack Lang, Alain Juppé ou François Barouin. Presque tous ont d'ailleurs cumulé le porte-parole avec un ministère. Sarkozy était aussi au budget, Lang à la culture. Pas vous, Sibeth Ndiaye, votre portefeuille est uniquement celui de porte-parole. Signe que la communication est devenue un job à part entière et qu'il faut sans doute un plein temps pour expliquer la politique d'Emmanuel Macron. Alors comment ne pas se laisser enfermer dans la fonction ? Comment éviter d'être seulement l'écho du Conseil des ministres, le perroquet des éléments de langage présidentiel, le jacadi de la République ? Pas simple de se décoller cette étiquette. Voici ce qu'en disait Laurent Wauquiez, 32 ans à l'époque, porte-parole du gouvernement Fillon. Donc toutes les semaines, on fait une réunion avec une cinquantaine de personnes, qui est une réunion de travail. Et donc je les ai fait réagir sur l'ensemble de l'actualité du gouvernement. Moi, ma crainte, c'est de ne pas me faire enfermer dans les plafonds dorés parisiens. Ma chance, c'est la Haute-Loire et j'essaie de garder cette force du terrain. Laurent Wauquiez sur France 3, Auvergne. Mais le plus complexe, c'est de porter une parole collective avec laquelle on peut être en désaccord. Gare au couac, ce néologisme honni des ministres. Alors quand vous avez émis une nuance avec le ministre de l'Éducation sur la question du voile, Sibeth Ndiaye, vous avez pris soin de préciser que c'était à titre personnel. Et ces mots sont importants. Vous l'avez d'ailleurs encore utilisé, cette expression, dans la première partie des matins. Formule magique qui évite bien des tracas. Lors de votre nomination en mars dernier, une autre formule a été exhumée, une formule de vous. « J'assume de mentir pour protéger le président », phrase rapportée par l'Express que vous n'avez pas démenti, en précisant toutefois qu'elle était sortie du contexte. Alors porte-parole, mission impossible, disions-nous, sauf que dans mission impossible, les messages s'autodétruisent automatiquement. Les vôtres restent et pourront être retenus contre vous. Merci Frédéric Saiz. On retrouve votre billet politique sur le site de France Culture, franceculture.fr, et à 8h22, on va demander au porte-parole du gouvernement de réagir à ce que vous venez de dire. Je ne pense pas que ce soit une mission impossible. Pour moi, c'est une mission qui est passionnante et je l'accomplis avec beaucoup de bonheur. Évidemment, il y a des difficultés. Évidemment, on vous pose des questions pour lesquelles parfois vous n'avez pas forcément de réponse. Moi, j'ai aucune difficulté à dire quand je ne sais pas. Voilà. Et donc, je botte rarement en touche, voire même jamais. J'essaie de ne pas abuser de la langue de bois. Là, vous venez d'en faire ou pas ?
Non, pas du tout. Alors là, franchement, quand je vous dis, d'ailleurs, regardez les points presse du porte-parole là, et vous trouverez pas mal de moments où je dis, pour le coup, sur ce sujet-là, je ne sais pas, mais je peux vous apporter peut-être une réponse générale. Moi, ça me pose pas de question de considérer que je suis pas ministre de tout, je suis pas Premier ministre et je suis pas président de la République, donc on n'attend pas de moi que je sache sur chaque micro-sujet quoi répondre. En revanche, je crois que ce qui est important pour un porte-parole, c'est de pouvoir relayer ce qui est la philosophie du gouvernement, ce qui est au fond l'image globale de la politique qu'on veut donner, et donc ça c'est à moi de le relayer et j'espère à ma faible mesure le faire bien. Sibeth Ndiaye, auparavant vous vous intéressiez et vous occupiez des relations presse d'Emmanuel Macron, du président de la République. Qu'est-ce qui a changé dans votre vision des journalistes ? En fait, c'est pas tellement ma vision des journalistes qui a changé parce que j'ai toujours le même respect. Parfois, respect, parfois empreint d'une petite dureté ou... Oui, mais parce que je dis les choses de manière toujours très cash. Moi, j'utilise pas de faux semblants. Je me réfugie pas derrière la langue de bois quand je parle avec des journalistes. Donc, je dis les choses avec beaucoup de sincérité. Et quand je suis pas contente, je le dis. Et quand je suis très contente, je le dis aussi. Je suis une personne assez entière. Donc, voilà. De mon point de vue, il n'y a rien qui a changé dans ma relation avec les journalistes. En revanche, devenir porte-parole, c'est s'exposer soi-même à titre personnel. C'était pas ce que je faisais avant. Et c'est en quelque sorte ce passage de l'ombre à la lumière qui parfois est un peu difficile à gérer. On a l'impression qu'il y a eu quand même une évolution de la représentation que La République En Marche, Emmanuel Macron se faisait des journalistes. C'est vrai ou c'est faux d'après vous ? Moi, c'est pas en tout cas le sentiment que j'ai. Donc, je sais pas si la Macronie ou le président de la République... D'ailleurs, pour le président de la République, je peux vous le dire aussi, je crois qu'il n'y a pas tellement de différence. Il y a du respect pour la fonction. Il y a une conviction éminemment politique que les journalistes et les médias sont indispensables à l'exercice du pouvoir parce qu'ils représentent un contre-pouvoir. Et donc, que les deux doivent coexister avec beaucoup de respect l'un envers l'autre. Deux questions peut-être sur cette relation à la presse avant de repasser effectivement au bilan plus global de ces 2 ans et demi de mandat présidentiel. Première question, la salle de presse à l'intérieur de l'Élysée devait être fermée. Vous étiez d'ailleurs en faveur de cette solution. Elle a finalement été maintenue devant le tollé qui avait notamment touché les journalistes étrangers. Deuxième question, les médias disons proches du pouvoir russe, Sputnik, RT pour ne pas les nommer, se plaignent régulièrement de ne pas être accrédités aux conférences de presse d'Emmanuel Macron et aux événements présidentiels. Ils disent que c'est une entorse à la liberté de la presse. Votre réaction sur ces 2 points ? Alors sur le sujet de la salle de presse, je suis plus conseillère presse à l'Élysée, donc je vais pas m'étendre sur ce que font ou pas mes successeurs à ce poste. Moi, j'avais considéré que c'était une manière d'améliorer les conditions de travail des journalistes, et je crois savoir que la nouvelle salle de presse, puisque désormais il y a 2 salles de presse qui sont prévues pour les journalistes, a tout le confort et plaît beaucoup. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est les échos que j'en ai. Ça, c'est le premier élément. Après, sur les médias que vous avez cités, je ne sais pas complètement si on peut les considérer en tant que tels. D'ailleurs, c'est une vraie question déontologique que la profession, à mon sens, doit se poser. Je sais que la réponse est difficile à apporter d'un point de vue déontologique, mais moi, je considère que ce n'est pas tout à fait des médias libres tels qu'on peut les connaître en France. En France, vous n'avez personne qui relit les éditos de Frédéric XVI. Je ne suis pas sûre que ce soit complètement le cas pour les reportages de Sputnik ou RT. Où place-t-on la limite ensuite Où place-t-on la limite ensuite, puisque, par exemple, Al Jazeera est une chaîne proche du pouvoir qatari, tout le monde le sait. CCTV, c'est une chaîne proche des pouvoirs publics chinois, pour ne pas dire plus. Où est-ce qu'on place la limite ? Eh bien, justement, je crois que c'est pas forcément aux politiques de la placer. Je pense que c'est pour ça que je faisais appel à la profession. Il y a ce sujet d'un conseil déontologique, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui est aujourd'hui en discussion. Vous pensez vraiment que ça peut servir à quelque chose ? Moi, je pense en tout cas que si on ne fait rien, on finira tous par se faire avaler par la fake news. Tout le monde pourra dire qu'il est journaliste. Au fond, avoir une carte de presse, c'est pas si difficile que ça. Et tout le monde pourra... Non, mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'au fond, on vous interroge pas sur est-ce que ce que vous dites est vrai. Vous voyez ? Et donc, je pense que c'est important dans un moment où, en permanence, les Français sont soumis à des manipulations de l'information. C'est important qu'on se pose collectivement la question de comment est-ce qu'on fait pour s'en protéger. Et on voit bien qu'il y a des États, ou en tout cas, à tout le moins, des groupes constitués, qui ont un rapport un peu biaisé à la réalité et à l'information, et qui, du coup, conduisent à manipuler parfois des processus électoraux, ou tout du moins à tenter de le faire.
Et ça, on l'a vu au moment de différentes élections à travers le monde, ça nous pose question. Et donc, on a essayé, nous, gouvernement, d'avoir une première réponse qui était une loi sur les fake news, pour aller vite, en période électorale. Moi, je crois très profondément que la profession journalistique doit s'y intéresser et prendre le sujet à bras-le-corps. Sibeth Ndiaye, tout autre sujet que j'avais évoqué avec vous un peu avant 8 heures, la question des contrôles au faciès, la question donc du racisme d'État, en tout cas du terme tel qu'il est présenté. Qu'en pensez-vous et qu'a fait le gouvernement pour lutter contre le sentiment, vrai ou faux, vous allez nous le dire, qu'il y a effectivement un certain nombre de contrôles qui sont faits non pas en raison des agissements des individus, mais en raison tout simplement de leur faciès? Moi, je crois d'abord que c'est très grave de considérer qu'il y aurait un racisme d'État. Parce qu'un racisme d'État, ça renvoie à des heures assez sombres de notre histoire où, de manière organisée, l'État est venu, s'est opposé à une catégorie particulière de la population. On n'est évidemment pas en France, au XXIe siècle, et de surcroît sous la présidence d'Emmanuel Macron, dans cette circonstance-là. En revanche, force est de constater qu'il y a un certain nombre de quartiers, ce que j'ai appelé tout à l'heure des quartiers de relégation dans lesquels on concentre énormément de problèmes sociaux, de problèmes de pauvreté, d'accès à l'emploi, de discrimination. Attendez, on va en parler de ça. Je plante bien le décor pour dire qu'on ne peut pas parler de racisme d'État en France parce que l'État n'organise pas de manière consciente et pour le coup organisée la chasse à une catégorie de sa population. Ça, c'est faux, et je réfute le terme. Ensuite, pour les contrôles policiers, il y a des quartiers où les relations entre la police et la population ont été tellement tendues que ça a pu conduire à des dérives. Je parle même pas de quartiers. Ce que nous avons souhaité faire, c'est mettre en place ce qu'on a appelé la police de sécurité du quotidien et aussi les quartiers de reconquête républicaine. Ce sont des dispositifs où vous avez plus de forces de l'ordre, de manière à ce que le lien entre la police et la population soit retissé, que les gens se connaissent davantage et que de cette manière-là, vous ayez des relations qui soient de meilleure qualité et que les difficultés auxquelles vous faites allusion n'existent plus dans l'avenir. Mais elles existent quotidiennement. Moi, je circule en moto, je ne suis quasiment jamais arrêté. À chaque fois que je vois quelqu'un arrêté en moto ou en scooter, je me dis que c'est un contrôle au faciès et c'est très souvent le cas. Et vous le savez, Sibeth Ndiaye. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. D'abord parce qu'en moto, vous avez souvent un casque intégral, donc on ne sait pas si la personne elle est noire ou elle est blanche ou arabe. Je vous le dis, pas sous forme de plaisanterie, mais je vous dis juste que moi, je réfute profondément l'idée selon laquelle la police en France est raciste. C'est du concret. Ça n'est pas vrai. Les policiers français sont des fonctionnaires de très grande qualité et ils ne sont pas racistes. Dans certains quartiers... Je n'ai pas dit que les fonctionnaires étaient racistes. Non plus que l'institution n'est raciste. Non, c'est pas non plus ce que je voulais dire. Revanche, je voulais dire que la pratique démontrait à quiconque voulait bien le regarder qu'il y avait des contrôles au faciès. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je vous ai dit qu'il y avait parfois, dans certaines situations et dans certains quartiers, des difficultés particulières du fait justement d'un lien très détendu entre la police et la population. C'est ce que nous essayons de rétablir en faisant en sorte qu'il y ait plus de policiers pour assurer la sécurité des gens. Sur ce lien distendu et sur l'expression racisme d'État qu'on entend beaucoup dans la bouche de militants plutôt placés à l'extrême gauche de l'échiquier politique, dans un portrait que vous a consacré Le Monde, vous disiez ceci, je vous cite, « Je les connais, les tauto-gauchistes, entre guillemets, je les ai pratiqués quand je militais à l'UNEF-ID, syndicat étudiant, ce ne sont pas des gens que l'on peut convaincre ». Quelle est, selon vous, aujourd'hui, l'influence de ceux que vous appelez les gauchistes dans la vie intellectuelle, dans la vie politique française? Aux élections présidentielles, c'est à chaque fois moins de 5% pour l'extrême gauche. Alors, je pense qu'il faut distinguer plusieurs choses. Je ne sais pas si vous considérez que Jean-Luc Mélenchon, pour qui j'ai beaucoup de respect, est à l'extrême gauche. Les gens que je visais à l'époque, c'était ceux qui, dans les assemblées générales étudiantes, vous expliquaient qu'il fallait absolument voter des motions pour la fin de la guerre en Palestine, alors que la préoccupation essentielle qu'on avait, c'était de savoir dans quelles circonstances on pouvait réussir nos diplômes à l'université. Donc, pour moi, c'était effectivement une conviction à l'époque que la préoccupation d'un syndicaliste étudiant, c'était améliorer les conditions de vie matérielles et morales des étudiants et pas forcément se préoccuper tout de suite de la fin de la guerre en Palestine. Donc, c'était là où je faisais cette allusion-là. Après, je pense que tous les courants politiques intellectuels ont vocation à exister parce que c'est ce qui fait la richesse de notre débat.
politique et publique. Je peux avoir de très profonds désaccords avec Jean-Luc Mélenchon. Je peux avoir, et je vous l'assure, d'encore plus profonds désaccords, c'est une évidence, avec Marine Le Pen ou avec les rédacteurs de Valeurs Actuelles. Est-ce que ça m'empêche de ferrailler avec eux et d'avoir un débat avec eux? Évidemment pas, et je pense que c'est salutaire. Parlons maintenant de ce qui s'est déroulé notamment à Chanteloup-les-Vignes et qui fait aujourd'hui la une de tous les journaux avec une interview, je dois dire, complètement désespérante de Catherine Reynaud, la maire de Chanteloup-les-Vignes, qui dit en substance, je ne sais plus quoi faire. Je la comprends parce que sa ville a été l'objet au cours des dernières années de multiples incidents, d'événements aussi graves que ce qu'on a connu hier soir. C'est évidemment parfois à désespérer, mais je crois qu'il ne faut pas désespérer. Je crois bien au contraire qu'il faut en quelque part, ces quartiers, ce que j'ai appelé des quartiers de relégation, ces quartiers, ils doivent être pour nous l'objet de notre politique, parce que la fierté, je crois, de ce gouvernement se mesurera aussi à notre capacité à ne plus en faire des quartiers de relégation. Mais justement, la Macronie, on parlait tout à l'heure de philosophie. Pendant très longtemps, la Macronie a donné l'impression d'être un club de gagnants. C'est-à-dire qu'il y avait un discours qui était essentiellement tourné vers la Startup Nation, vers un certain nombre de gens qui étaient ceux qu'on appelait les premiers de cordée, et les quartiers de relégation, ils sont plutôt là pour les derniers de cordée. Est-ce que vous pensez que justement la politique qui est menée par le gouvernement depuis 2 ans et demi n'est pas en partie responsable de ce qui se passe là-bas, n'a pas donné le sentiment que de toute façon la politique c'était pas fait pour ces gens-là? Alors, pour y avoir vécu très longtemps, une dizaine d'années en Seine-Saint-Denis, dans la ville de Saint-Denis, et y avoir travaillé très longuement aussi à Bobigny, je crois très sincèrement pas que ce soit la faute de ce gouvernement-ci qui a un sentiment de relégation. C'est pas le gouvernement d'Emmanuel Macron qui a décidé d'entasser les Maliens à Montreuil, qui est la 3e ville malienne du monde. Donc, le fait qu'on ait concentré des populations qui ont des difficultés particulières, ça n'est évidemment pas la faute de ce gouvernement-ci. La question qui doit se poser, c'est est-ce qu'on est sur le bon chemin pour lutter contre cette relégation-là ? Mais au niveau du symbolique, parlons juste de philosophie. Au niveau du symbolique, justement, moi je crois très profondément que quand le président, vous faisiez référence à l'expression premier de cordée, c'était pour considérer qu'en fait, quand on est en haut de la cordée, et ben en fait on doit tirer l'ensemble de la cordée avec soi. Moi je crois très profondément que les discours infantilisants qui consistent en permanence à s'apitoyer sur notre sort, ce sont des discours en fait qui au fond, fatigue les gens. Parce que des gens de gauche, comme des gens de droite, soit des gens de droite qui sont allés dire qu'ils allaient nettoyer tout ça au Karcher, ou des gens de gauche qui pleurent sur votre sort en permanence, mais pour lesquels, au fond, vous n'avez pas de changement concret qui arrive. Moi, je crois que quand vous êtes un gouvernement qui dédoublez les classes en CP, CE1 dans les zones d'éducation prioritaire, vous changez concrètement la vie des gens. Alors, sans doute que les gamins qui aujourd'hui bénéficient du dédoublement porté par Jean-Michel Blanquer des classes de CP et de CE1, c'est dans 20 ans qu'on en verra le résultat, mais c'est un investissement majeur aujourd'hui pour l'avenir de ces quartiers. Le fait de dire que la sécurité, c'est la première des libertés, de rétablir la police de sécurité du quotidien pour faire en sorte qu'en bas de chez vous, il y ait des gens. Le plan qu'on a mis en place, que le Premier ministre a annoncé en Seine-Saint-Denis la semaine dernière, pour faire en sorte qu'il y ait des officiers de police judiciaire supplémentaires en Seine-Saint-Denis, ce qui signifie qu'on peut mener des enquêtes jusqu'à leur terme et faire en sorte que des gens aillent en prison quand ils ont commis des actes délictueux. Ça, c'est extrêmement concret et c'est ce qui, je crois, est de nature à nous remettre sur le bon chemin. Mais encore une fois, c'est pas d'un claquement de doigts qu'on résoudra 25 ans ou 30 ans d'inaction. Frédéric Seyss. Sur le volet économique et social, le gouvernement le répète, son programme c'est que le travail paye. C'est notamment Bruno Le Maire qui le répète. Pourtant, il y a un projet de loi qui arrive la semaine prochaine en Conseil des ministres qui prévoit de supprimer le bonus de rémunération pour les heures de nuit, entre 21h et minuit pour être précis, dans les commerces alimentaires. Là, pour le coup, le principe c'est que le travail paye un peu moins. Alors là, il faut regarder les choses dans leur ensemble. En l'occurrence, le sujet qui nous préoccupe, c'est de savoir si, compte tenu aussi de la crise que traverse le secteur de la grande distribution, compte tenu aussi de l'évolution des modes de consommation, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut donner les moyens à des entreprises, grande distribution ou autres commerces, de pouvoir s'adapter à cette nouvelle donne. Et donc, Emmanuel Macron, pour le coup, quand il était ministre de l'économie, avait étendu l'ouverture
l'ouverture des commerces le dimanche, avec comme contrepartie ou comme nécessaire contrepartie préalable le fait qu'il y ait des discussions dans les entreprises entre les organisations syndicales et les patrons pour décider des conditions dans lesquelles ça devait être mis en place et pour s'assurer également que les salariés étaient volontaires. C'est la même philosophie qui est à l'œuvre aujourd'hui. Il faut qu'on puisse adapter le tissu économique aux nouvelles modalités de consommation et dans le même temps, il faut qu'on s'assure que les salariés dans les entreprises qui feront ces choix-là puissent être convenablement rémunérés et puissent travailler sur la base du volontariat. Ils gagneront moins pour le coup, ça c'est sûr. Aujourd'hui, moi je ne sais pas ce que donneront les négociations syndicales à l'intérieur des entreprises. On a vu par exemple que les grands magasins du boulevard Haussmann à Paris qui faisaient des ouvertures, on a vu une meilleure rémunération des salariés et ça a été grâce à la force de la négociation sociale. Un niveau peut-être plus global, si on se réfère aux origines du macronisme, c'était en avril 2016, la fondation du mouvement En Marche. À l'époque, Emmanuel Macron disait ce sera un mouvement qui n'empruntera pas à la gauche, pas à la droite, mais aux bonnes idées, d'où qu'elles viennent, pas de sectarisme au programme. Si on fait le bilan à la mi-mandat, vous avez eu l'indemnisation des chômeurs qui a été durcie, la réforme de l'aide médicale d'État qui est annoncée, la baisse des impôts et des cotisations. Finalement, à part le dédoublement des classes que vous évoquez régulièrement, quelles sont les mesures qui empruntent à la gauche dans ce gouvernement ? Alors, vous savez, moi, je ne tiens pas chaque jour une liste pour savoir si je suis vraiment bien en même temps. Est-ce que j'ai autant de mesures de gauche que de droite ? Peut-être parce que c'est difficile. Est-ce que, pas du tout. Est-ce que ça coûte aussi cher que, par exemple, vous faites l'apprentissage ? C'est une mesure empruntée à la gauche ou à la droite ? De considérer qu'il faut faire en sorte qu'il y ait le maximum de gens qui puissent être formés et que l'apprentissage, c'est aussi une voie royale. C'était dans le rapport Camp Dessus du FMI il y a déjà 20 ans. D'accord, donc c'est une mesure de droite, parce que comme c'est le FMI, c'est une mesure de droite. Très bien. Donc vous irez dire à tous les gamins dans tous les CFA que visite Muriel Pénicaud qu'en fait, comme c'est une mesure de droite, c'est vraiment très très mal. Non, mais, et du coup, attendez. Vous voyez un peu ce qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on a plutôt l'impression que c'est un gouvernement qui tire à droite. On le voit dans les sondages. On a l'impression que l'interview à valeur actuelle, pardon de revenir à cela, c'est aussi pour faire un clin d'œil à l'électorat le plus à droite. Bref, vous avez une stratégie, on ne peut pas vous le reprocher. Il faut juste peut-être l'assumer. Ce que j'assume, c'est que ce gouvernement est un gouvernement qui est fondamentalement progressiste. Le progressisme, ça veut dire faire en sorte que dans une la diminution des allocations au chômage, c'est pas d'accord, vrai. Mais dans le même temps, d'abord, les allocations chômage, prenons les choses concrètement. Nous ne diminuons pas le capital de droit des chômeurs. Autrement dit, si ce que vous avez accumulé comme droit au chômage représente un montant de 10 000 €, on ne le diminue pas, on ne l'ampute pas. On le répartit. C'est pas rétroactif. On le répartit de manière différente dans le temps. Si vous aviez, par exemple, accumulé suffisamment de droits par votre travail et par l'alternance de vos périodes d'activité ou de chômage. Imaginons, chiffre fictif, 10 000 € de droits au chômage. Dans l'ancien système, ces 10 000 € vous étaient versés sur une durée courte avec un montant mensuel élevé. Ce que nous avons souhaité faire, c'est que ces 10 000 € vous sont toujours versés sur une durée plus longue et donc avec un montant mensuel qui est diminué. On ne vous enlève pas de droits, simplement on considère qu'on ne peut pas se retrouver dans une situation où vous avez des gens, parce que le système marche sur la tête, qui sont dans des situations où ils gagnent plus au chômage qu'en travaillant. C'est des situations qui existent, c'est des situations qui statistiquement existent et qui concrètement existent. C'est ce sur quoi on a lutté. Surtout cette réforme, c'est une réforme de lutte contre la précarité. Parce que moi j'aime bien les bonnes âmes qui vous expliquent que enchaîner des contrats courts éternellement, vous enfermer dans le petit contrat, le job d'une journée, le job d'extra quand vous êtes dans la restauration, que c'est fantastique. Mais vous n'avez pas de perspective pour faire un prêt à la banque, vous n'avez pas de perspective pour vous payer un loyer tous les mois parce que les propriétaires, ils ont envie d'avoir de la visibilité sur ce que vous gagnez. Donc moi, c'est avec beaucoup de fierté, compte tenu de mes origines politiques à gauche, que cette réforme, je l'amène. Et je l'amène vraiment, je vous le dis, avec la conviction que nous sommes un gouvernement progressiste et que ce progrès, il est au service de tous les Français. Nouveau job pour une nouvelle vie, en une du Figaro aujourd'hui, puisqu'on a parlé de Saint-Denis, la nouvelle vie d'Alexandre Benalla, candidat potentiel au municipal. Qu'est-ce que vous en pensez, Sibeth Ndiaye ? Je ne sais pas pourquoi vous fantasmez en permanence sur Alexandre Benalla. C'est pas moi, c'est le Figaro. Non mais honnêtement, je ne
ne voit même pas l'intérêt de savoir ce que fait un ancien conseiller du président de la République alors en plus je vais poser la question à Frédéric Seyss puisqu'il va être candidat au municipal. Moi je trouve ça intéressant quand même. Mais pour moi ça n'a aucun intérêt, mais alors vraiment absolument aucun intérêt. Il faut préciser qu'il y a déjà un candidat En Marche qui a été investi dans la ville de Saint-Denis et que Alexandre Benalla se verrait bien lui damer le pion. Vous lui dites quoi? Arrête. Est-ce qu'il n'aura pas d'investiture? Mais je crois que Alexandre Benalla n'a pas l'intention de demander le soutien d'En Marche. Et s'il le demandait, imaginons un peu. Nous avons déjà un candidat qui, pour le coup, est un candidat, moi, que j'apprécie beaucoup parce qu'il fait partie de ces images de la méritocratie républicaine. Et donc, je pense que c'est avec beaucoup de fierté qu'il porte nos couleurs et qu'il continuera à le faire. Frédéric Seyss. Plus global sur les municipales, vous aviez dit qu'il fallait, pour les européennes, soutenir la liste La République En Marche pour avoir une chance d'être investi ensuite par votre mouvement pour les municipales qui arrivent, donc je le rappelle, les 15 et 22 mars prochains. Jean-Luc Moudenc à Toulouse a été soutenu par votre mouvement. Jean-Luc Moudenc, c'est un candidat, un maire LR, pour le coup, qui est soutenu par les deux partis. C'est un cas particulier, LR et LREM. Comment vous justifiez ce choix, à part peut-être, comme le disent vos détracteurs, pour pouvoir dire le soir du 22 mars, vous voyez, nous avons gagné à Toulouse? Alors, très sincèrement, je crois que nous l'avons dit largement et redit, donc je ne sais plus sur quel ton le dire, mais je le redis à votre antenne, notre objectif n'est pas d'aligner des petits drapeaux. Notre conviction est que pour pouvoir porter les réformes nationales du gouvernement, c'est important d'avoir une implantation locale. Nous sommes un très jeune parti, n'oublions pas, bien que ce parti ait porté un candidat à l'élection présidentielle victorieux, que nous sommes un parti qui existe depuis 2016. Donc en fait, ça fait 3 ans et demi, parce que les demi en l'occurrence sont importants quand on est aussi jeune que nous existons. Même pour les jeunes enfants, ça sent un peu l'élément de langage de défaite. Mais non, pas du tout. Mais enfin, pas du tout. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que quand vous êtes un jeune parti, une implantation locale, ça met du temps à pouvoir advenir. Parce que au niveau local, pour le coup, une élection municipale n'est pas une élection nationale. Donc il y a des projets, des personnalités qui doivent être connues au niveau local. Notre objectif est de faire en sorte que le projet qu'on porte au niveau national se décline au niveau local. Pour ça, il faut qu'il y ait des gens, soit qui appartiennent à des majorités, soit qui soient leaders d'une majorité. Et donc, en fonction des projets locaux qui sont portés par des maires, soit on peut être dans la même majorité qu'eux, soit on considère qu'il faut porter une majorité alternative. Dernière question, Frédéric Seyss. On le disait tout à l'heure, vous êtes amené à réagir à la fois aux affaires intérieures et aux affaires internationales. Vous avez peut-être vu cette déclaration sur le dossier iranien du guide suprême Khamenei hier, qui estime que le rôle de médiateur joué par Emmanuel Macron est plus qu'ambigu. Ces mots sont précis et sont assez cinglants. Emmanuel Macron, dans ce dossier, est soit naïf, soit complice des Américains. Eh bien, écoutez, je crois que la position de la France a été constante en la matière. Nous considérons qu'il est très important qu'il y ait de la désescalade dans cette partie du monde parce que nous voyons bien où peut nous conduire justement une escalade et les diatribes de part et d'autre. Et ça, vous l'avez dit, mais c'est encore possible d'être partenaire de l'Iran dans ce dialogue après des mots comme ça ? Mais évidemment que nous avons vocation à continuer de manière active à mener une diplomatie qui parfois ne se fait pas sur les plateaux de télévision ou sur les antennes des radios, parce que notre conviction profonde est que si nous laissons dériver la situation, nous allons au-delà de grandes difficultés dans le déséquilibre que peut engendrer cette situation. Donc oui, inlassablement, nous continuerons à être, nous l'espérons, des médiateurs utiles dans la crise que nous connaissons, en particulier dans le détroit d'Ormuz. Merci Sibeth Dia. Je vous présente mes camarades qui viennent prolonger cette émission avec Hervé Gardette, Mathilde Serrel et Aurélien Bélanger. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Hervé, de quoi allez-vous nous parler ? Je vais vous parler de ma vie en vrac. Mais j'en étais sûr. Mathilde Serrel. Je vais vous parler de la guerre des plateformes avec cette question: le plus est-il l'ennemi du bien ? Et enfin Aurélien Bélanger. Barbarie ou civilisation, l'histoire à pile ou face.